Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des opérations sur capital. Comme on dit, on est dans le thème du M&A, des offres publiques et autres OPA qui ont pu animer le marché français en 2024. Nous parlons du 13e baromètre annuel des offres publiques déposées en France, publié chaque année depuis 13 ans par la banque Alantra. Et l'un des associés gérants est avec nous, Managing Partner Corporate Finance chez Alantra, Olivier Guignon. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et de reprendre avec vous ce baromètre. Je crois qu'on l'a laissé un peu de côté, en tout cas dans l'émission. Je crois qu'on n'en avait pas parlé l'an dernier, peut-être l'année d'avant. Que s'est-il passé en 2024 du point de vue des offres et des opérations sur capital en France, qui est la géographie d'analyse? Quel est le bilan quantitatif et qualitatif qu'on peut tirer de cette année 2024, Olivier? Alors, sur le plan quantitatif, on peut noter une nette augmentation du nombre d'offres publiques, puisqu'on a comptabilisé 42 offres publiques, 39 déposées, 3 annoncées, ce qui nous ramène vraiment sur les belles années. L'année d'avant, pour vous donner des éléments de comparaison, on était à 31 OPA, l'année d'avant encore à 35, et donc on revient sur l'année 2021, où on devait être autour de 45 OPA. Donc ce sont vraiment des très belles années. Donc ça, sur le plan quantitatif, c'est sur les premiers éléments. Sur le plan qualitatif, comment expliquer cette augmentation? L'année 2024 a été marquée par une baisse du CAC, qui a été de l'ordre d'un peu plus de 2%. Vous connaissez ça. On connaît l'histoire du CAC en 2024. Et donc, effectivement, les valeurs boursières françaises ont apparu beaucoup meilleur marché, je dirais, que par rapport à d'autres comparables. Et les investisseurs ne s'y sont pas trompés. Ils ont dit, c'est le moment de poursuivre les emplettes. D'autant que les conditions de financement sont un petit peu détendues. Elles s'améliorent encore. Et là aussi, on verra que ces offres publiques ont été déposées également par des investisseurs financiers en nombre un petit peu plus important que les années précédentes. On développera peut-être tout à l'heure, dans la physionomie même des offres publiques qui ont été déposées, on a toujours ces offres publiques classiques, les OPA, mais on a de plus en plus ces offres publiques d'achat simplifiées, c'est-à-dire où l'initiateur a déjà le contrôle de la société en vue donc de lancer son offre et d'aller au retrait de la cotation. Et puis, on a aussi une augmentation très sensible du nombre d'offres publiques de retrait, suivi de retrait obligatoires. Ce sont des offres publiques où l'initiateur a plus de 90% du capital et droits de vote. Je crois qu'on en a eu 9 cette année, ce qui est un record absolu. Quels enseignements on tire de ça, Olivier, sur ces points? Parce que pour discuter avec vous depuis quelques années, effectivement, la montée en puissance des opérations publiques d'achat simplifiées, on l'a vu, on l'a commenté ensemble. Quel est l'intérêt de ces opérations? Qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit des acquéreurs, effectivement, et puis les retraits. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller jusqu'au retrait? Et d'ailleurs, est-ce qu'on réussit souvent à aller jusqu'au retrait quand l'intention est d'aller jusqu'au retrait? Tout à fait. Alors, effectivement, de plus en plus d'initiateurs lancent des offres publiques en ayant le contrôle préalablement de la société, c'est-à-dire en ayant la majorité du capital et des droits de vote. Pourquoi? D'abord parce que ça leur permet d'abord de réussir leur offre. Il y a ce qu'on appelle en droit boursier un seuil dit de caducité. Lorsque vous lancez votre offre, si vous êtes en dessous du seuil de 50%, eh bien, pour considérer que votre offre est réussie, il faut atteindre au moins le seuil de 50%. Donc, déjà, l'initiateur se dit, avant même de lancer mon offre, je veux déjà avoir réussi ce seuil, l'avoir dépassé. Et donc, la façon de faire, c'est les offres publiques d'achat simplifiées, premièrement. Deuxièmement, pourquoi, au-delà de réussir cette offre, d'avoir le contrôle de la société, c'est se rapprocher le plus possible du seuil de 90%. Plus ma rampe de lancement est importante, plus ma probabilité d'atteindre le seuil de 90% est importante. Et pourquoi on veut se retirer de la bourse de plus en plus? Effectivement, le taux d'intention de retrait est de l'ordre de 77%. Le taux de transformation est encore plus fort, 85%. Pourquoi? Tout simplement parce que la bourse ne remplit plus son objectif premier, qui est de permettre le financement des sociétés qui sont cotées en bourse, premièrement. Lorsque vous êtes dans un mouvement baissier, comme c'était le cas en 2021, faire une augmentation de capital vous amène à être dilué. Et donc les actionnaires de référence n'en veulent pas, premièrement. Deuxièmement, dans un mouvement baissier, vous externalisez une valeur de votre société baissière, alors que vos comparables non cotés, eux, n'externalisent rien.
Troisièmement, vous avez des coûts qui sont inhérents à la bourse, une réglementation, une transmission d'informations à l'ensemble du marché. Alors, certains disent, ben, c'est bien, on se met en bourse parce que ça va nous créer une certaine discipline intellectuelle, financière, etc. Mais lorsque les choses tournent un petit peu moins bien, eh bien vous vous dites, ben, non, mais c'est des contraintes, c'est de la transmission d'informations à des concurrents. Et donc, toutes ces raisons cumulées font que ces actionnaires, pour peu qu'ils contrôlent donc leur société, se disent, ben, très bien, on va réaliser la suite de la croissance à l'abri de la bourse, et puis on obtiendra un financement plus rapide, plus discret, et avec moins de transmission et moins de coûts. Voilà. Il y a, vous le disiez tout à l'heure, la typologie des initiateurs d'offres. Comment est-ce qu'elle s'équilibre entre les industriels d'un secteur et les financiers? Les paramètres étaient un peu plus favorables pour les financiers l'an dernier, Olivier? Oui, ils se sont améliorés. On ne retrouve pas les grandes années d'il y a des taux zéro, quoi. Voilà. Oui. Et donc, effectivement, les financiers ont été un petit peu plus entreprenants sur la bourse, hein, lors de 31% des offres publiques qui ont été initiées par des financiers. C'était un petit peu moins avant. Donc, ça s'est amélioré parce que les conditions de financement se sont améliorées. Néanmoins, ça ne s'est pas amélioré de façon significative, comme je viens de l'indiquer. Parce que, sans doute, les fonds d'investissement avaient d'autres préoccupations. Et la principale, c'est qu'un fonds d'investissement, avant d'acheter, il faut aussi qu'il liquide ses participations. Or, les fonds d'investissement ont accumulé une série de participations très significatives qu'ils tardent à vendre sur le marché parce que les valorisations n'étaient plus là. Et ils ont quand même besoin de vendre ces participations parce que s'ils veulent relever de nouveaux véhicules, de l'argent, il faut qu'ils aient montré à leur LPs qu'ils ont réalisé de bonnes ventes. Et donc la préoccupation, c'est d'abord vendre avant d'acheter, et donc acheter en bourse, lancer des offres publiques. Voilà. D'accord. Donc là, de ce point de vue-là, c'est un marché d'acheteurs aujourd'hui. Hein, là, c'est un marché d'acheteurs. On le voit dans les statistiques, bien évidemment. Les conditions de financement s'améliorent, c'était ce qu'indiquaient vos précédents invités. Et donc, on peut penser que les financiers vont continuer à monter dans le nombre des initiateurs d'offres publiques. Sur la quarantaine d'offres déposées, alors quels ont été peut-être des secteurs emblématiques ciblés? Est-ce qu'il y a eu des opérations aussi marquantes, emblématiques qu'il faut soulever, Olivier? Oui. Alors, toujours le même secteur leader, je dirais, télécommunications, tech, services. Voilà, ça c'est la grande majorité des offres publiques, et ça ne change pas. C'est vraiment la grande tendance de ces dernières années. Ensuite, sur les marchés, il y a un point important à souligner, c'est que les offres publiques se sont surtout réalisées sur Euronext Growth, plus que sur Euronext. Ouais. Là, c'est très net, et je crois même que c'est la première fois qu'en pourcentage, il y a plus 51% sur Euronext Growth versus 49% sur Euronext. Donc je ne sais plus quel compartiment c'était, mais Growth, c'est les entreprises de croissance, comme son nom l'indique. Exactement, voilà. C'est ces sociétés, normalement, qui ont une capitalisation qui tourne autour de 150 millions minimum, qui peuvent aller beaucoup plus loin. Les compartiments A, B, C commencent à 150 et vont jusqu'à plusieurs milliards. Ce sont surtout, et c'est ça qui l'explique, sont surtout des sociétés, alors d'abord à taille humaine, donc plus facile à acquérir, plus familiales, plus contrôlées. Donc on retrouve cette possibilité d'acheter un bloc, d'avoir le contrôle et d'aller plus facilement en retrait. Si j'ai l'accord de la famille, tout va bien derrière. Vous pouvez y aller facilement. Et puis ce sont des sociétés qui sont moins bien valorisées encore que les autres sociétés cotées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont souvent moins bien suivies, étant des plus petites valeurs. Les analystes se concentrent moins sur ces valeurs. Et donc, on retrouve cette problématique des comparables non cotés. On se dit, mais non seulement je suis moins bien suivi en bourse, mais encore moins bien puisque je suis sur Euronext Growth. Et donc, je suis dévalorisé encore plus vis-à-vis de mes pairs non cotés. Tous ces éléments-là aussi font qu'on a une croissance assez significative des offres publiques sur ce segment-là d'Euronext Growth. Comment vous envisagez les perspectives pour ce thème des opérations, des offres publiques pour 2025
en France. Et quand même, la petite question politique, est-ce que le climat pèse? Est-ce que c'est un frein? Puisque là, vous nous montrez quand même que 24 a été une année de belles reprises qui nous ramène à des belles années, en l'occurrence 2021. Est-ce que c'est une dynamique qui peut se poursuivre malgré le niveau d'incertitude assez élevé dans lequel on navigue aujourd'hui? Alors, je dirais que globalement, oui, cette dynamique se poursuit. On le voit dans les opérations qui arrivent, de celles qui sont potentiellement engagées. On voit Verallias, qui est oui, des rumeurs qui datent d'aujourd'hui, ouais. même 3 milliards de capitalisation. Ouais. Donc, je pense que 2025 se dirige sur une même tendance que 2024. L'incertitude et le marasme potentiellement économique et politique renforce cette tendance. Parce que, là encore, on se dit, eh bien justement, ça risque de peser sur ma valorisation. Même si la bourse a repris par rapport à 2024, on n'est pas encore sur une reprise excessive. Et donc, là encore, il y a de bonnes affaires à faire. Là encore, un certain nombre d'initiateurs potentiels se disent qu'il faut retirer les sociétés de la cote parce que c'est le moment. Et toutes les autres contraintes que j'évoquais, notamment la communication et la lourdeur de la réglementation pèsent. Et ça n'est pas prêt de changer, malheureusement. Merci beaucoup Olivier Guignon. Exercice de réalité quand même sur ce qu'est la bourse aujourd'hui et ce que peut représenter la bourse pour des entreprises de petite taille ou de taille intermédiaire. Il faut l'entendre. Associé gérant, managing partner du département Corporate Finance de la banque Alantra, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.